On va faire comme ça. Ça va, tout le monde est bien installé. Vous êtes prêts? Tout le monde voit bien? Alors peut-être pour commencer, une première question. Je vais m'adresser au maître d'ouvrage. On a la chance d'en avoir plusieurs autour de cette table ronde, qui n'est pas une table, mais dans ces sièges. Alors, sommes-nous prêts? Le constat de la nécessité de la transformation de la filière, de la responsabilité pour l'avenir de la planète, tout ça, vous l'avez, ce constat. Mais dans le concret de la réglementation, les mots qui émergent quand j'ai préparé un petit peu cette table ronde, ça reste encore incertitude, vigilance. Peut-être monsieur Hovorka, quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Alors, incertitude, vigilance, ça c'est les mots des 200 spécialistes qui travaillent sur le sujet. Soyons clairs, quand on en parle, nous, au sein de nos adhérents, de nos maîtres d'ouvrage, la première réponse est méconnaissance. Madame Masson-Delmotte a posé la question de savoir qui faisait son calcul d'impact carbone individuel. Si je la pose dans le monde de la construction à des gens qui ne sont pas ceux qui sont les experts dans la salle, personne ne sait. Donc on a un premier travail, je pense, qui va être extrêmement important, c'est le sujet d'information, de maîtrise des ordres de grandeur et de capacité à appréhender le carbone. Alors je suis un petit peu vieux, je me permettrai de faire un parallèle avec le moment où on a fait rentrer l'énergie primaire dans les calculs il y a 20 ans, où personne ne savait ce que c'était. Et on a dû découvrir, apprendre à maîtriser ces concepts. Là, le carbone arrive et il va falloir les maîtriser. Et ça va prendre du temps si on ne donne pas les moyens d'une formation massive, importante, avec la capacité que nous avons de sortir notre expertise technique pour aller faire de la pédagogie et de la vulgarisation. Alors après, effectivement, en tant qu'expert, on le sait, et ça a été très bien exprimé par M. Accardi et Mme Chang, qu'il y a des incertitudes intrinsèques encore dans la méthodologie du calcul du carbone, mais encore une fois, on est dans une trajectoire de progression. Et vous, M. Boucaud, est-ce que vous êtes un peu dans cette même optique? Vous êtes un peu quand même dans l'incertitude également? Vous attendez? Ce qui a été, bonjour à toutes et à tous, ce qui a été énoncé tout à l'heure par Emmanuel et Nathalie démontre bien qu'on est encore à ce stade dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'évaluation d'un certain nombre d'indicateurs, les seuils, enfin, pour calculer les seuils. Donc tout ça est effectivement d'une grande instabilité à ce stade. Ceci étant, l'ensemble des organisations professionnelles que nous représentons ont, depuis l'expérimentation E+C-, mobilisé leurs adhérents. Enfin, je rappelle aussi que l'expérimentation E+C-, et Emmanuel l'a souligné, elle est copilotée par l'État et le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, et les maîtres d'ouvrage notamment s'étaient fortement mobilisés à l'époque pour que nous engagions collectivement une expérimentation de manière à pouvoir anticiper le mieux possible cette future réglementation environnementale qui est un sujet majeur à la fois pour les enjeux qui ont été rappelés par Valérie Masson-Delmotte qui nous entourent et que l'on peut percevoir au quotidien, mais aussi un enjeu majeur pour l'ensemble de la filière, l'ensemble des acteurs, les industriels, les énergéticiens, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les maîtres d'ouvrage, et puis bien évidemment les habitants que nous sommes, tous au quotidien. Aujourd'hui, l'instabilité fait qu'on est forcément dans l'incertitude. On sait faire des bâtiments RE 2020, mais la question, elle n'est pas vraiment de savoir si on sait les faire. La question, elle est de savoir si on peut généraliser une nouvelle génération de bâtiments dans des conditions qui soient techniquement possibles. C'est-à-dire, est-ce que le champ des possibles nous sera encore offert pour pouvoir produire des logements qui sont et qui doivent être abordables, en tout cas adaptés au pouvoir d'achat des ménages. Il ne s'agit pas demain de faire des produits d'élite au risque finalement d'évincer une partie de la population du logement neuf et puis d'avoir des contraintes qui nuisent finalement au champ des possibles des maîtres d'ouvrage et de l'ensemble des acteurs de la filière. Et autre point de vigilance également, c'est vrai que pour chaque territoire, la réponse peut être différente aussi. C'est un point sur lequel vous vous retrouviez tous les deux avec M. Hovorka.
Oui, absolument. Les choix, en fait, les choix en plus sont multiples. On a des injonctions qui nous viennent avec des réflexions sur l'artificialisation, l'imperméabilisation du territoire, sur les économies circulaires, sur l'emploi de matériaux. On a une réflexion plus globale sur, par exemple, les choix de produits de construction et leur impact carbone. Est-ce qu'on ne va pas rentrer et se donner la possibilité d'aller plus loin et de se dire, finalement, est-ce qu'on a une approche SNBC toute simple, c'est-à-dire que tout produit importé vaut zéro en carbone, puisque vous savez que le périmètre du calcul de la France, c'est uniquement sur ce qui est émis en France. Donc si j'importe un produit, finalement, mon bâtiment est zéro carbone en termes SNBC, mais il ne l'est pas en termes mondial. Donc est-ce que ce n'est pas l'occasion, et c'est quelque chose que nous portons avec le MEDEF au niveau des fédérations, c'est dire c'est l'occasion rêvée d'avoir un projet de société, de réindustrialisation, de peut-être mettre des capacités de production de systèmes et de produits en France ou en Europe avec des impacts carbone plus faibles. Et ça, je fais une parenthèse plus large avec l'arrivée du Green Deal au niveau européen, où la question se pose de barrières carbone à l'entrée de la Commission de l'espace européen. Donc vous voyez qu'on a un projet de société majeur qui me semble extrêmement passionnant, et je crois qu'il faut être capable d'emporter nos parties prenantes, les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre vers ce sujet-là. Et comme je le disais tout à l'heure, et je pondère un peu les propos de Christophe, l'expérimentation plus c'est moins, c'est quelques dizaines de maîtres d'ouvrage et de bureaux d'études. On a fait un petit calcul au niveau de la maître d'ouvrage, c'est 6 à 7 000 personnes qu'il va falloir former avant la mise en œuvre de l'ARE 2020 pour qu'ils assimilent ce nouveau concept. Et alors, il y a aussi dans vos points de vigilance, avant de passer la parole à Monsieur Prudhomme, parce que le logement social est assez précurseur aussi ça, sur l'impact des usages et de la mobilité, parce que du coup, on branche plein de choses. Et alors, vous m'avez dit, quand on a préparé cette conférence, il y a un éléphant dans la pièce. Alors, il y en a deux, en fait. Il y en a un en particulier qui est qu'effectivement, quand vous regardez la consommation globale en France du secteur, il va falloir se préoccuper aussi de tous les usages. Par exemple, tous les efforts qu'on a fait depuis 40 ans avec les réglementations sur le chauffage, le CS, ont été complètement écrasés par l'augmentation massive de la consommation des usages spécifiques de tout ce qui est branché dans les logements. Premier élément. Donc, on a sorti les usages du calcul réglementaire, mais je reste convaincu qu'il faut avoir un calcul indicatif de ces éléments pour pouvoir aussi peser dessus avec l'arrivée, je pense que ce sera développé après, de tout ce qui est principe d'efficacité énergétique. Et l'autre éléphant dans la pièce, ça va être la mobilité, l'impact d'agir peut-être sur une suppression des parkings et compenser avec des approches de mobilité dans les territoires. Et puis on va avoir aussi besoin de gérer les puissances. Alors c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé dans la réglementation, mais qui pourtant est prégnant dans d'autres pays européens et qui, je pense, va le devenir chez nous aussi. C'est qu'avec l'électrification, l'arrivée des véhicules électriques, des usages de plus en plus importants, sans être devin, on va sans doute être amené à devoir intégrer dans nos actions de maîtrise d'ouvrage et de commande cette notion de maîtrise de la puissance, appelée de maîtrise des pointes, de stockage, de réversibilité, d'effacement, et de pilotage. Donc ça, aujourd'hui, on n'en parle pas. Très honnêtement, 10 ans, ça passe vite. Il ne faudrait pas que ce soit trop tard. Alors, on en parle, on commence à en parler. D'ailleurs, on a une conférence sur la mobilité cet après-midi. Monsieur Prudhomme, vous, à l'USH, donc le logement social en règle générale aussi a été très actif lors de l'expérimentation E+C-. Je crois que vous avez 190 bâtiments qui ont fait partie de cette expérimentation sur 800, donc c'est quand même assez énorme. Vous partagez ces inquiétudes? Quel est votre retour d'expérience un peu là-dessus? Alors on partage, je dirais, la vigilance, mais aussi l'enthousiasme que vient d'exprimer nos confrères maîtres d'ouvrage. Le logement social, en fait, est face à une double responsabilité, un double enjeu. Un enjeu sur la taille de son parc. Là, donc, c'est vraiment dans l'application de la réglementation, dans la logique d'une réduction de carbone. Le parc, aujourd'hui, donc c'est 5 millions de logements en stock. On produit à peu près un tiers du volume de logements collectifs, alors produits ou acquis, un tiers du volume du parc collectif annuel. Donc on a vraiment des flux qui
sont tellement importants qu'on est dans le logique Pareto 80-20, on est un petit peu le gros, je dirais, le grand acteur de cette transformation. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a toujours eu une politique d'exemplarité et de mutation en fait des politiques, des comportements sociétaux. Oui, c'est l'intérêt général en fait. C'est l'intérêt général, voilà, qu'on souhaite défendre. Donc on sait impulser des choses. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une doctrine pour anticiper et accompagner ce mouvement. Alors la doctrine est assez simple, c'est une doctrine qui s'appelle le logement abordable, durable et responsable. L'abordable, comme le disait à l'instant Christophe, c'est de toujours avoir la possibilité de rendre nos logements abordables à nos locataires en fonction de leur pouvoir d'achat. Le durable, c'est les 3 piliers du développement durable, donc un développement économique, environnemental, sociétal, conjoint. Et puis responsable, qui nous amène en fait à toujours être proactif sur des sujets sociétaux et de transformation. Et donc le sujet, notamment bas carbone, est un sujet de proactivité pour nous, qui va se traduire par des actions opérationnelles concrètes. Ces actions opérationnelles, elles ont comme finalité de mettre à disposition des maîtres d'ouvrage des boîtes à outils les plus larges possibles. Ces boîtes à outils, c'est les solutions les plus éprouvées, les plus efficaces, et les plus larges possibles parce qu'on a une telle diversité d'acteurs, une telle diversité de territoires que si on rentre dans une logique dogmatique d'une solution unique ou autre, on n'arrivera pas à s'adapter aux différentes demandes. Et aussi une formation, enfin la formation c'est un sujet pour vous, vous vouliez créer je crois une école. Alors l'accompagnement de ce déploiement, et ça a été également souligné par Franck, passe par la formation. Et à nouveau, au regard du volume produit, donc nous sommes obligés entre guillemets de professionnaliser sur ces nouveaux métiers nos adhérents qui représentent le mouvement HLM. Donc nous sommes en train de créer, de mettre en place une école de la maîtrise d'ouvrage social, dont une des particularités est de développer une école bas carbone. Innovante, donc nous sommes en train de la construire avec des partenaires, avec des outils divers et variés, puisque dans une école il faut plein de choses, il faut des savoir-faire, mais il faut aussi de l'information sur les bonnes pratiques, donc de la data, des outils d'aide à la décision. Voilà, donc c'est ce pack qui va nous aider, je pense, à réussir cette transition. Je crois que sur chacun de vos organismes et fédérations, c'est justement un enjeu, cette formation. Alors, on l'a dit tout à l'heure, donc 190 projets présentés dans l'expérimentation sur 800. Vous avez du coup un certain retour d'expérience. Est-ce que vous avez quelques enseignements déjà? Peut-être je passerai la parole aussi aux autres. Est-ce que vous avez quelques enseignements? Qu'est-ce qui vous a frappé? Alors, c'est des enseignements qui sont propres à notre filière, puisque pour l'instant, les résultats, on va dire, ne sont pas complets, ne sont pas là. C'est une discussion avec les différents opérateurs qui ont pu jouer. Et on se rend compte qu'il y a des diversités incroyables de solutions qui ont été mises en place, avec des résultats plus ou moins satisfaisants, et puis parfois la surprise de voir apparaître des solutions low-tech. Il y a une vraie interrogation entre cette rencontre entre le low-tech et le bas carbone qui nous amène aussi à nous reposer des questions sur toute la politique des logements connectés. Donc je ne suis pas anti-logement connecté, mais ça veut dire quand même on a des interrogations sur les consommations d'énergie et les productions de carbone. Monsieur Boucaud. Oui, on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de... Dans le panel de l'expérimentation plus c'est moins, il y a pas mal d'habitats individuels. On a, en ce qui concerne LCA, en complément de l'expérimentation, beaucoup développé dans le cadre de notre challenge de l'habitat innovant annuel. Justement, c'est cette question de la réflexion, de la R&D autour de la manière dont on peut appréhender finalement une nouvelle façon de concevoir, de penser le produit logement. On en retire des choses tout à fait intéressantes parce qu'on voit qu'il y a certaines approches et bien évidemment le sujet de la formation derrière et de la manière dont on va essaimer finalement les modes de faire dans l'ensemble de nos adhérents et plus largement dans la filière sont tout à fait essentiels. Mais on voit que l'on a des approches qui visent à, excusez-moi le terme, mais à empiler du point, je vais le dire comme ça, comme on a pu le voir au début de la RT 2012, en disant, ben voilà, alors si je veux atteindre telle cible, ben je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, et puis on se rend compte que finalement, un bâtiment, c'est avant tout un système un peu complexe, hein, c'est pas une somme, une addition de performances. Puis on voit naître aussi des approches beaucoup plus un peu décalées, qui met en lumière un gros enjeu de filière qui est finalement l'innovation dans les process et dans les modes de faire entre maîtres d'ouvrage, concepteurs, entreprises, exploitants, sur la manière dont effectivement en amont, le plus en amont possible, on intègre un certain nombre d'enjeux, de choix techniques, de choix énergétiques, de mix qui permettent d'atteindre une cible performantielle, mais aussi
de satisfaire aux besoins de confort, aux besoins, ça a été évoqué par l'intervention précédente, d'adaptabilité ou de mutabilité à terme des habitats. Voilà, donc il y a l'innovation technique, on va dire, et puis la vigilance économique, mais aussi l'innovation en termes de process. Et c'est là où la formation derrière va être tout à fait essentielle, effectivement. 2021, c'est demain, quoi. Hein. C'est même quasiment tout à l'heure, à l'échelle de ce que suppose finalement cette grande évolution d'une réglementation thermique vers une réglementation environnementale qui laisse la part belle à la dimension carbone. Oui, si je peux me permettre, je rajouterais de notre côté 3 éléments. Nous aussi, hein, on travaille beaucoup avec nos adhérents. D'ailleurs, on a un concours qui s'appelle les pyramides, qui va monter en puissance dans les mois qui viennent, avec des pyramides régionales et nationales qui seront délivrées le 15 juin. Et l'objectif, encore une fois, là, c'est de mettre en valeur, on a une pyramide bas carbone, c'est vraiment de mettre en valeur et de montrer les exemples de ce qui est faisable. Deuxième sujet, on va avoir impérativement besoin d'outils simplifiés de calcul carbone pour la maîtrise d'ouvrage. Il est hors de question que nos maîtres d'ouvrage rentrent dans le calcul détaillé de ce que fait un bureau d'études, parce qu'il faut séparer les activités. Donc il va nous falloir des outils simplifiés d'appréhension des ordres de grandeur. Il y en a plusieurs qui commencent à émerger, vous allez en voir sur... Voilà, donc on a ce besoin-là. Alors double, qui est à la fois pour travailler et aussi pour se former. Parce qu'encore une fois, comme le disait Christophe, des dizaines de milliers de personnes à former en 6 mois, ça ne va pas être simple. Et puis troisième sujet qui me paraît extrêmement important, qui est, je pense, a un peu été évoqué par M. Accardi, c'est la montée en puissance et la capacité, comme dans un process industriel, de proposer des prototypes que sont plus et moins, ensuite à faire des premiers de série en 2021, mais mettre en place avec l'État un processus d'appréhension des difficultés, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, pour alimenter aussi une réglementation qui doit évoluer en même temps que nous apprenons les premières années. Faute de quoi on risque de rentrer, comme le disait Christophe, dans un système où on fait simplement cocher des cases et ça va figer nos métiers, alors qu'en fait on cherche à créer l'espace d'innovation. Donc ça ne va pas être simple, ça demande une évolution forte de la manière dont on travaille ensemble, mais la concertation qui a eu lieu sur la RE 2020 l'année dernière me semble être extrêmement intéressante. Elle a fait l'objet d'un satisfecit de tous les partenaires. Je parle en votre nom. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on pousse ça plus loin en 2020-2021. Alors, vous le disiez, vous allez de plus en plus dialoguer. J'ai envie de me tourner un peu vers les fabricants et énergéticiens et industriels. Vous, de votre côté, donc Monsieur Dufbois, chez Lafarge, pour vous, c'est aussi l'occasion de remettre en cause un peu vos processus, de révolutionner un peu tout ça, et en plus sur un enjeu important qui est le carbone. Oui, alors notre vision, elle est inscrite quand même depuis près de 30 ans maintenant dans notre stratégie climat. Et aujourd'hui, en 2020, on est à peu près à mi-chemin si on veut atteindre la neutralité en 2050, et on enclenche là une phase d'accélération. Pourquoi et qu'est-ce qui la rend possible? C'est justement ce grand changement, c'est que la demande est là maintenant. Ça, c'est assez déterminant. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que, quelque part en France, on soit interrogé sur nos solutions bas carbone. Donc nos offres sont prêtes, et là, c'est une vraie opportunité pour nous à saisir. Et ça vous a challengé en devant apporter aussi des réponses. Donc je crois que vous avez mis en place des scorings justement pour aider on le disait, les maîtres d'ouvrage ont besoin d'outils. Tout à fait, parce que on est prêt, on sait faire des bétons bas, très bas, ultra bas carbone, donc au-delà de 50% de réduction de CO2. Mais on sait, vu la complexité du sujet, que cette réponse technique ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'on a lancé une démarche d'entreprise qui s'appelle Lafarge 360 et qui vise à accompagner et à aider nos clients sur toute la chaîne de l'acte de construire. Parce que 3R, Reduce, Recycle, Reinvent. Voilà, avec l'accent, vous avez remarqué quand même, je fais des efforts. Trois grands principes, mais aussi pour répondre à ces deux grandes urgences. Parce que pour rendre possible cette transition, on a besoin de mieux collaborer. Et la première urgence, c'est de rendre transparente la performance environnementale de nos produits. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place le 360 Score, qui permet de tracer l'empreinte carbone sur nos solutions, en premier lieu sur nos bétons. Ça sera étendu ensuite sur l'ensemble de nos solutions. Mais ça permet de tracer cette empreinte jusqu'au bon de livraison visible sur chaque chantier.
Premier élément. Deuxième, ça a été dit aussi, il est urgent qu'on collabore davantage et mieux. C'est pour ça qu'on a mis en place notamment une offre de services en ligne gratuite, simple, qui s'appelle 360 Design. Vous pouvez y aller sur lafarge360design.fr. Et c'est un simulateur d'empreinte carbone du gros œuvre qui vous permet, dès l'étude de faisabilité de votre projet, d'estimer l'empreinte carbone avec les bétons disponibles localement. Voilà, parce que... Donc l'idée, c'est à chaque fois de donner le maximum d'informations. C'est ce dont vous parliez, les maîtres d'ouvrage. C'est que cette nécessité, voilà, plus j'ai un panel de solutions qui me sont offertes, plus j'ai des renseignements dessus, plus je peux choisir et adapter en fonction de mon territoire, de l'objet de mon projet. C'est de les aider à faire les bons choix, très en amont, sur les bons matériaux en fonction des spécificités du projet. Parce qu'on pense aussi que l'objectif pour réussir cette décarbonation massive et rapide, c'est d'apporter des solutions qui facilitent la vie de nos clients, donc c'est-à-dire qui ne modifient pas les habitudes de chantier, et ça, quel que soit l'endroit en France. Merci beaucoup. Alors forcément, je me tourne vers les énergéticiens. C'est un gros sujet, hein, l'énergie. Aujourd'hui, on le sait. Alors, il y a beaucoup de nombreux débats qui ont lieu en ce moment. Je vais peut-être me tourner d'abord par... Vous m'excuserez, Madame Degan, je ne commence pas par vous, mais Monsieur Mille, donc voilà, justement, on parlait de choix. Pour vous, c'est important qu'il reste ce choix. Donc, bonjour à tous. Oui, effectivement, pour nous, c'est important qu'il reste ce choix. Ça a été beaucoup évoqué. Je pense que tous les acteurs attendent finalement une possibilité de choix relativement large. Et dans le domaine de l'énergie, c'est finalement assez logique. Parce que lorsqu'on regarde finalement quel est l'enjeu, c'est d'atteindre la cible. La cible, elle a été évoquée à plusieurs reprises. Hein, c'est en 2050, basse énergie, bas carbone. Donc à partir de là, tout le monde a fait une multitude de scénarios. Donc il n'y en a pas un qui est pareil. Mais globalement, le point commun à tous ces scénarios, c'est qu'il n'y a pas une énergie miracle. Hein, mais c'est un mix complémentaire et on retrouve de manière systématique à des niveaux plus ou moins hauts l'électricité décarbonée, le gaz décarboné, les réseaux de chaleur vertueux et le bois. Quelques autres énergies, mais c'est ces quatre constantes-là. Et donc en fait il faut que la réglementation qui est, comme l'a dit Emmanuel Accardi, une étape, ouvre la voie, trace la voie pour chacune de ces quatre énergies en offrant le choix. Et nous, on pense que sur le carbone, où on démarre, hein, comme ça a été dit par Franck Hovorka, c'est un peu la même problématique que l'énergie dans les réglementations thermiques. C'est-à-dire qu'on a tous le même point d'arrivée, c'est-à-dire le zéro carbone en 2050. Par contre, on ne démarre pas du même point de départ. Donc il nous faut des trajectoires différentes. Et on pense que la RE doit fournir des trajectoires différentes en fonction des énergies, comme les réglementations thermiques l'ont fait d'ailleurs, de 1974 à aujourd'hui, puisque c'est uniquement dans la dernière RT 2012, hein, après 40 ans, qu'on a fait converger tout le monde vers le même objectif de 50 kWh énergie primaire par mètre carré. Et donc, en CO2, ma foi, on connaît la cible, il faut y aller, on ne part pas du même point, donc il faut des trajectoires adaptées qui permettront d'avoir un choix de solutions et qui éviteront des ruptures que personne ne souhaite. Mais justement, alors, quand on parle de cap, pour vous, c'est ça l'important, Madame Degan, c'est ce cap qu'il faut avoir fixé. Pour moi, bonjour à tous. Ce cap est essentiel. Hein. C'est zéro carbone, comme le disait Alain, en 2050. Et donc, la RE 2020, c'est une occasion unique de pouvoir mettre la filière du bâtiment, le bâtiment neuf, qui va quand même représenter 30% du bâtiment en 2050, sur la voie du bâtiment idéal 2050. Et c'est clé. Et le carbone en fait partie. Donc moi, je suis ravie de voir qu'on est sur cap carbone aujourd'hui, parce que c'est clé aujourd'hui, la réglementation est un outil. Je vois aussi qu'il a été enclenché un cercle complètement vertueux, avec réduction du BBO, c'est ce que disait Emmanuel Arcadi tout à l'heure, donc on va encore faire des efforts sur l'efficacité énergétique, on sait qu'on peut encore en faire, mais la marge est peut-être plus encore très forte parce que la RT 2012 a déjà beaucoup fait, et surtout on va enclencher quelque chose qui s'appelle la chaleur renouvelable, c'est-à-dire que ce poste de chauffage, qui est essentiellement émetteur de CO2, va être couvert par de la chaleur renouvelable, c'est-à-dire des énergies renouvelables ou bien de l'électricité décarbonée. Et ça, c'est aussi clé dans la nouvelle vision du bâtiment de demain. Et derrière, il ne faut pas oublier que derrière, c'est moins de consommation et c'est aussi des factures plus faibles pour les ménages, parce que je vous rejoins quand vous dites que finalement, il ne faut pas oublier qu'un logement, c'est pour loger les gens, que le français, vous comme moi, avons un profond attachement à notre logement et qu'il faut qu'il soit abordable
et confortable et pendant toutes les saisons. Oui, parce qu'à la fin, il ne faut pas oublier que c'est la personne qui habite dedans, elle a besoin d'y vivre comme il faut. Et exactement, et c'est clé, il faut que ce soit abordable à l'achat, il faut que ce soit abordable après quand la personne y vit. Et adapté à son environnement aussi. Exactement. Et juste un point encore sur le carbone, je pense qu'il y a bien différencié l'usage carbone. Il y a deux, on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 sources d'émissions de carbone quand on est en construction neuve. Il y a au moment de la construction et après il y a pendant la vie du bâtiment. Je pense qu'il faut bien les distinguer parce que les leviers sont différents, les méthodes de calcul sont connues, mais elles souffrent notamment dans la construction, encore beaucoup de... le calcul existe et c'est excellent parce que ça donne de la vision. Par contre, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a des incertitudes qu'il faut apprendre à maîtriser dans le temps. Et c'est assez clé. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Boucaud? Une réaction? Non, je voulais ajouter... en fait, on a... sur la question de l'efficacité énergétique, je vais m'apporter un peu d'éléments de débat. On a un gros objectif qui est la prise en compte du carbone. Et on voit bien, et ça a été rappelé tout à l'heure, là à l'instant, il y a des outils à concevoir, il y a des fiches à produire, il y a tout un mouvement des industriels, il y a la question effectivement du mix énergétique et la manière dont on assure une transition soutenable, y compris pour les filières énergétiques. Je pense que sur l'efficacité énergétique, c'est un autre sujet qui, lui, a été extrêmement bien travaillé depuis 1974. On a aujourd'hui, je pense que tout le monde en convient, des bâtiments qui sont quand même globalement performants sous cet angle-là, qui ont généré d'ailleurs d'autres réflexions sur le confort d'été, sur la ventilation, et on voit bien qu'on a aussi un travail à faire. Moi, juste dire qu'on a peut-être pas intérêt à mettre un peu l'accélérateur sur les deux volets, c'est-à-dire que un sprinter et un coureur de fond, c'est 2 morphologies différentes. On a un objectif et un enjeu qui demande, et on le voit du travail, qui demande beaucoup de mise en mouvement d'un certain nombre de dimensions sur la question du carbone. Attention sur le volet énergétique, c'est-à-dire que on va avoir aussi à gérer des surcoûts sur l'énergie qui, du point de départ des 50 ou 57,5 en fonction des natures des bâtiments, font que tout kilowattheure qu'on vient rechercher maintenant coûte cher à aller chercher. Et dans les simulations que nous avons pu faire, on se rend compte que sur des produits standards en logement collectif ou en logement individuel, on peut être sur des surcoûts en visant le E2 qui peuvent quand même tangenter les 7-8 points uniquement sur la partie énergie. Donc, et 7 ou 8 points sur le prix de revient d'un bâtiment, le taux de retour sur investissement, sous condition qu'effectivement les économies d'énergie soient au rendez-vous, on le compte en plusieurs dizaines d'années pour le ménage. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi à un moment prendre les priorités là où elles sont. L'enjeu, c'est le carbone, le zéro carbone. Mettons le paquet là-dessus, si je puis me permettre cette expression, mais attention à ne pas pousser les feux sur la question énergétique au risque finalement de déstabiliser encore davantage toute une trajectoire qui s'enclenche. Je voulais réagir, moi je suis complètement d'accord. Si l'on surcontraint tous les critères, en fait on va arriver à 0 solution comme dans un problème mathématique. Donc il faut où est la priorité? Si on pense carbone, je pense qu'on aura la bonne priorité. Si je peux me permettre, je vais le dire très vite, mais autrement. Malheureusement, les 3 indicateurs, énergie primaire, énergie finale, carbone, et je pourrais y rajouter le 4e, coût de l'énergie pour l'utilisateur, ne s'alignent pas automatiquement. Ils sont désalignés structurellement parlant. Donc il faut faire des compromis, c'est ce que disait Christophe. Et pour faire ces compromis, je pense que notre responsabilité, parce que pour moi, il faut qu'on passe au-delà du durable pour aller vers le responsable, et c'était d'ailleurs le sujet du congrès de la Fédération en juin dernier, et la responsabilité, c'est de donner les moyens aux gens d'agir. C'est pour ça que nous militons pour que la responsabilité dans les plans locaux d'urbanisme soit affichée en termes de carbone. Quand un maire et ses services décident d'infrastructures, ils pèsent du carbone. Quand ils nous imposent des parkings souterrains, ils pèsent du carbone. Donc ça, c'est la première responsabilité amont. Il serait temps aussi que tout le monde prenne ses responsabilités, y compris le décideur politique. Nous, on veut bien assumer la nôtre
en tant que maître d'ouvrage sur les choix avec nos maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs et nos entreprises sur les choix qui seront faits sur le bâtiment. Et le troisième, on souhaite donner les moyens aux utilisateurs avec un indicateur énergie et carbone par individu et non plus par mètre carré. Et on sait le faire puisque nos moteurs de calcul ont intégré des hypothèses d'occupation. Donc on pourrait très bien donner aux occupants demain un indicateur d'efficacité par individu dans son logement en termes de consommation et de carbone. Voilà, on prend beaucoup de temps, mais je pense que c'était des messages qui étaient importants. Monsieur Mille, peut-être voulez-vous rajouter quelque chose? Et surtout, ce qu'on voit aussi chez les industriels et fabricants, c'est que ça vous pousse encore aussi à innover, en fait. Donc forcément, chez vous, le sujet est encore plus important. Oui, effectivement, pour aller sur cette trajectoire bas carbone, il faut qu'on innove. Donc on a commencé à regarder les solutions assez traditionnelles, hein, c'est-à-dire des couplages, comme on l'a vu sur les slides qui ont été présentés par Emmanuel tout à l'heure, des couplages entre des chaudières, des CET, etc. On s'aperçoit que finalement ça coûte assez cher et ça rapporte pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on va faire 10-20% de chaleur renouvelable et qu'on doit trouver des solutions plus innovantes. Et donc, les solutions plus innovantes, nous, on les imagine avec du gaz renouvelable, hein, puisqu'on veut aller vers du zéro carbone, donc on veut aller vers du 100% gaz renouvelable. Et donc, on a proposé de tester une solution qui consiste à dire, on va sortir la production de renouvelables du bâtiment, on va aller la produire dans un méthaniseur qui produit du gaz renouvelable additionnel, et on va ramener ce gaz renouvelable vers le bâtiment. Et donc finalement, on s'aligne relativement sur le mécanisme des réseaux de chaleur, hein, qui consiste finalement dans un réseau de chaleur vertueux. Vous produisez votre chaleur renouvelable dans une chaufferie qui récupère ses intrants renouvelables dans un rayon de 150 km, hein, c'est la règle actuelle. Nous, de la même manière, on peut sortir la production de gaz renouvelable qui va trouver ses intrants dans un rayon de 150 km et qui va revenir alimenter des solutions relativement simples. Cette solution elle est intéressante parce que finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on veut faire, mettons une solution classique, chaudière gaz plus CET, on augmente de 1 600 à 1 800 € le coût dans le logement. Avec cette somme-là, on peut produire 50 à 60% de gaz renouvelable si on le fait dans un méthaniseur. Et donc, ça nous semble une solution intéressante, un vrai gap sur notre trajectoire bas carbone. Et donc, après, il suffit d'augmenter ce 50% à 60, à 70, à 80 pour aller au 100% renouvelable d'ici 2050. Donc ça, c'est une des solutions innovantes sur lesquelles nous travaillons. Merci. Alors, chez Lafarge également, vous faites, Lafarge Holcim, pardon, vous faites également beaucoup d'innovations. On a des innovations de rupture aussi qui sont à venir. Finalement, ça vous fait aussi encore plus avancer le bas carbone. Oui, et je voudrais commencer par redire qu'on se félicite que la France soit précurseur dans l'introduction de ce critère carbone dans la réglementation, parce que ça crée ce langage commun qui nous dit ce qui compte pour un bâtiment bas carbone. Et ça, c'est essentiel pour nous concentrer en termes de développement et de R&D. Parce qu'aujourd'hui, le groupe Lafarge Holcim consacre plus de 55% de son budget R&D à 100 millions d'euros sur le carbone. Donc c'est très important qu'on s'aligne sur ces attentes-là. Maintenant, réciproquement, si on réinvente les modes constructifs avec plus d'efficience dans les matériaux, ou si on utilise des granulats ou des bétons qui deviennent des réels puits de carbone, c'est-à-dire qu'on va leur fournir du CO2 et qui vont minéraliser, il faut aussi que les outils réglementaires intègrent dans le calcul ces nouveaux, ces futurs puits de carbone dans les nouveaux matériaux. Donc c'est un cycle évolutif itératif. Merci beaucoup. J'ai l'impression, en fait, en vous entendant, finalement, vous discutez de plus en plus tous ensemble, parce qu'avant, on voyait un peu des choses en silo, et finalement, là, ça vous oblige aussi à travailler main dans la main, à se concerter. Moi, j'allais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est un système complexe. Un bâtiment, c'est un ensemble, c'est une enveloppe, c'est une toiture, c'est un équipement de chauffage, c'est un équipement... et c'est d'une complexité rare, avec une orientation, je pense que l'architecte qui a présenté précédemment... Et il y a des tas d'innovations possibles et qui prennent en compte des sommes de contraintes. Et on sait qu'un optimum global, c'est meilleur que la somme d'optimums locaux, et que quelque part, il faut avoir cette vision globale pour intégrer un BBO le plus bas possible, en organisant le bâtiment par rapport à l'espace dans lequel il se trouve, et en choisissant le meilleur équipement. Moi, j'aime bien la pompe à chaleur. Et puis, le thermodynamique, le chauffe-eau aussi. Et puis, c'est collectif. Et quand on parlait tout à l'heure d'optimum, je pense qu'il est non seulement technique, mais il est également économique.
Alors peut-être un dernier mot pour vous. Alors on dépasse un peu le temps, mais c'est pas grave, on a la pause, vous m'en voudrez pas. Un dernier mot pour vous, les maîtres d'ouvrage? Oui, je vais me lancer. Ça a été évoqué par Franck sous un angle. Je partage le fait que dans cette vision horizon 2050 bas carbone, chacun doit prendre ses responsabilités dans la filière. On l'a vu entre les industriels, les énergéticiens, les maîtres d'ouvrage, mais aussi effectivement les politiques à l'échelon local. Et puis ce que je voulais dire en toile de fond, c'est qu'on est parfaitement animé, mobilisé sur cette question. C'est un vrai bon sujet professionnel. Vu de notre organisation professionnelle et vu les métiers que nous fédérons, c'est aussi une bonne manière de faire bouger les lignes et de créer les conditions d'échange entre différentes professions qui ne font pas le même objet, le même ouvrage, mais collaborent quand même dans une direction qui est partagée. Et puis au-delà de ça, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui on parle du bâtiment durable. Hier, on a parlé des quartiers durables. On parle de plus en plus de villes durables avec toute la diversité de villes qui composent notre territoire et donc autant de villes durables qu'il y a de villes. Et je trouve que c'est un bon sujet social. Ça a été évoqué par Madame Masson-Delmotte sur l'innovation sociale aussi. Je pense que c'est un sujet qui va nous préoccuper. En tout cas, on a devant nous finalement une trajectoire, une transition tout à fait vertueuse pour contribuer à fabriquer demain, aujourd'hui et demain, des villes qui soient effectivement durables, mais aussi tout à fait désirables. Monsieur Prudhomme. Alors je vais peut-être reprendre l'image de Chantal Degan, cette image mathématique. C'est vrai que si on a une équation à la fin qui est trop contrainte, on n'a peut-être pas de solution. Et une façon de lever de la contrainte, c'est probablement d'encourager l'innovation. Alors c'est ce qu'on souhaite dans le mouvement du logement social, c'est d'accompagner ces innovations, ces bonnes pratiques, ces savoir-faire, mais dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire dans leur industrialisation lorsqu'elle fonctionne bien, mais aussi dans potentiellement ce que vous évoquez, M. Dubois, le règlement, je dirais, réglementaire, normatif, lorsque ces solutions en fait sont inconnues encore à ce jour, pour leur donner toute leur place, comme une façon de desserrer cette contrainte et donc de pouvoir industrialiser des bonnes solutions. Bon, on reste sur une note optimiste alors du coup. Ah pardon, vous aviez beaucoup parlé déjà, monsieur Rocard. Je vous laisse aller. Juste un mot pour vous dire que nous, notre volonté, c'est vraiment de pousser l'information vers les acquéreurs, les occupants de logements ou de bureaux. Il faut pouvoir leur donner le pouvoir d'agir. Et pour faire ça, il faut de l'information. Alors vous avez parlé de systèmes complexes, soyons raisonnables, le bâtiment c'est 60, 100 000 composants, on a des outils digitaux, utilisons-les, d'autres sont passés avant nous. Il y a des très bons médias digitaux aussi. Comment ? Il y a des très bons médias digitaux qui donnent beaucoup de très bonnes informations, n'est-ce pas ? On a la chance d'aller vers une convergence positive. C'est ce qui nous rend d'ailleurs peut-être, ce qui vous donne l'impression qu'on travaille ensemble, c'est qu'on est dans cette convergence positive, il y a une volonté d'action sociale, il y a une volonté d'action politique, on a les outils digitaux qui deviennent disponibles, même s'il y a encore du travail à faire. Maintenant, encore une fois, laissez-nous les moyens d'innover. Est-ce qu'il va falloir aussi rapprocher, et c'est vraiment le sujet que je terminerai là-dessus, nous on fait beaucoup de calculs conventionnels, on est ensemble, on parle de poids carbone issu des ACV qui n'a rien à voir avec les émissions de carbone annuelles. Ne perdons pas nos concitoyens. Donnons-nous les moyens, d'innover ensemble, de ne pas figer les solutions et de donner des informations que les citoyens pourront intégrer dans leur vie de tous les jours et impacter sur l'usage des bâtiments à partir d'un acte de naissance que nous aurons donné qui leur permettra d'agir ensuite. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis désolée, on a un petit peu dépassé le temps. Je vais vous demander de les applaudir. Merci beaucoup pour ces interventions.